Quel rapport entre les propriétaires à Venise dans les années 1300, les marchands en Antwerp en Belgique en 1531, ainsi que les compagnies des Indes occidentales, que ce soit en France, en Hollande ou en Grande-Bretagne. Eh bien, ce sont les précurseurs des places boursières. Et qu'est-ce que c'est une place boursière et comment est-ce qu'on peut lire les petites fiches qui nous permettent de savoir, mise à jour en temps réel, combien coûte une action, combien on peut la vendre, combien on peut l'acheter? Nous allons voir ça tout de suite. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de Oser la bourse. Aujourd'hui, nous rentrons au cœur des sujets, dans les places des marchés. Dans les années 1300, que se passait-il? Il y avait déjà des marchands à Venise qui négociaient à peu près tout, de la dette, s'échangeaient des choses, et ils se promenaient avec eux avec des ardoises, avec les montants des dettes, un petit peu comme les cours des dettes, et ils se vendaient ça entre eux. Ça a continué en Belgique, donc dans la place d'Antwerp, dans laquelle des marchands ont commencé à s'échanger à peu près tout, y compris des dettes publiques et des tas de choses comme ça. On peut aussi parler des compagnies des Indes occidentales, qui sont ces fameuses compagnies qui étaient montées par la France, la Grande-Bretagne, la Hollande et d'autres pays, et qui voulaient organiser le commerce et les colonisations des Amériques. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, chaque voyage de commerce et tout était extrêmement risqué. Les bateaux étaient fragiles, ils pouvaient couler, il pouvait y avoir des guerres, des famines, des pirates, des tas de choses. Et donc assez rapidement, on s'est mis à faire du partage de risques, et un petit peu comme sous forme d'action. Partager le risque en réunissant plusieurs financiers qui achetaient des parts sur les futurs bénéfices de ce voyage. Ils répartissaient leurs risques en achetant des parts dans différents voyages, et c'est un petit peu comme ça qu'on a commencé à s'échanger des actions. Les bourses sont donc ces lieux d'échange dans lesquels on fait des affaires, on vend et on achète. Et quelles sont les 10 plus grandes places boursières au monde? Eh bien, la première, c'est New York, avec la bourse d'échange de New York. La deuxième, c'est le Nasdaq, qui est aussi une autre bourse d'échange plutôt orientée nouvelles technologies à New York. La troisième, c'est la bourse de Tokyo, suit la bourse de Shanghai, la bourse de Hong Kong, la bourse de Londres, l'Euronext. L'Euronext, c'est la bourse européenne qui rassemble Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne, Milan, Paris et Oslo. Puis nous avons la bourse de Shenzhen en Chine, la bourse de Toronto au Canada, et en dernier, la 10e, la bourse de Francfort, tout ça par capitalisation boursière. C'est le 17 mai 1792 que 24 courtiers se réunissent pour fonder la bourse de New York, qui, si elle n'est pas la première, car en effet la bourse de Londres est plus ancienne, va devenir au fil des années, et au fil des centaines d'années même, la plus grosse bourse du monde, ce qu'elle est aujourd'hui. Elle se situe à Wall Street, comme vous le savez tous. C'est une bourse à l'histoire riche, qui comprend notamment des traditions comme celle de la cloche que l'on sonne pour l'ouverture des marchés le matin à 9h30, ou l'autre cloche pour la fermeture des marchés à 16h. En effet, là, dans la bourse, là, faut pas faire n'importe quoi. Donc, ça ouvre à 9h30, comme ça on a le temps de prendre son café le matin. À 4h, c'est l'heure du thé, donc là, on arrête le business. Et comme ça, au moins, toute la journée, on a les idées claires et on ne fait pas de niaiserie. Donc la bourse de New York, aujourd'hui, c'est pas moins de 25 000 milliards de dollars d'actions qui sont cotées. C'est de loin la plus grande. La deuxième bourse de New York, c'est le Nasdaq, qui est complètement différente de la première. En effet, dès le début, ça a été une bourse d'échange automatisée, donc une bourse d'échange électronique, a été fondée en 1971, et dès le début, elle n'a pas vraiment eu un lieu physique, un parquet dans lequel les gens peuvent acheter, vendre des actions. Ça a toujours été dématérialisé. Donc on y trouve toutes les grandes compagnies de nouvelles technologies, comme Apple, Microsoft, tout ça, ils sont au Nasdaq, ils sont cotés au Nasdaq. Et cette bourse-là est juste après New York, la deuxième plus grande au monde, avec plusieurs milliers de compagnies. Et enfin, la troisième bourse dont j'aimerais vous parler, surtout pour nous autres investisseurs vivant au Canada, c'est tout simplement la bourse de
Toronto. En fait, quand on dit la bourse de Toronto, elle s'appelle le TMX pour Toronto Montréal Exchange, car en effet, à l'origine, il y avait de nombreuses bourses. D'ailleurs, ça c'est le cas dans le monde entier. Il y a un phénomène de concentration. Donc là, par exemple, au Canada, il y avait une bourse en Alberta, il y avait une bourse à Vancouver, il y avait une bourse à Montréal, il y avait une bourse à Toronto, et elles ont fini par toutes fusionner. Donc le groupe TMX, Toronto Montréal Exchange, qui brasse à peu près 3000 milliards de dollars. Donc c'est évidemment beaucoup plus petit que les bourses de New York. C'est légèrement moins que la bourse de Londres. Et quelles sont les valeurs qui sont principalement cotées? Bon, il y a un peu de tout, hein, mais quand même la grande spécialité au Canada, ce sont quand même tout ce qui est l'énergie et les minières, ainsi que le secteur bancaire. Mais évidemment, il y a quand même de tout. À la vôtre. Vous serez sans doute surpris d'apprendre qu'il n'y a pas qu'une seule cotation pour une action, mais il y a deux. Il y a le cours à laquelle elle est vendue et le cours à laquelle elle est achetée. Alors comment ça se passe? Imaginons que nous sommes à la bourse de Toronto et nous voulons acheter par exemple une action de la Banque nationale du Canada. Et donc, comment ça se passe? Ça se passe de la façon suivante. Nous avons des ordres de vente. Donc en fait, ça peut être moi, ça peut être le voisin, ça peut être une institution, ça peut être n'importe qui, passe des ordres de vente. Donc là, on simplifie, on imagine des prix en dollars. Donc là, il y a plusieurs ordres qui arrivent. Évidemment, il y a aussi des quantités, il y a qui c'est qui passe l'ordre. Mais bon, pour l'instant, on imagine que nous avons différents ordres. Donc une personne propose de vendre pour 111 dollars ses actions de la Banque nationale, un autre à 121, un autre à 109, un autre à 110. Donc ça, ce sont les ordres de vente. Les ordres d'achat, exactement la même chose. Donc là, il y en a qui sont intéressés pour acheter une action de la Banque nationale. Et par conséquent, ils disent, ok, moi je vais acheter 50 actions à 110 dollars. Non, moi je voudrais en acheter 100 à 104. Moi je voudrais en acheter 2 à 109. Et moi je voudrais en acheter 10 à 100. Donc là, premier temps, on réceptionne tous les ordres de vente et tous les ordres d'achat. Alors là, déjà, ce qu'il faut préciser, puisque c'est pas forcément facile de le comprendre au début, mais vous, si vous voulez acheter, vous achetez où? Eh bien, vous achetez ici. En effet, c'est ceux qui vendent les actions à qui vous pouvez les acheter. Donc finalement, le prix de vente, c'est votre prix d'achat. Et à l'inverse, lorsque vous allez vendre, c'est ce prix-là qu'il faut regarder. En effet, vous allez vendre à quelqu'un et donc vous allez vendre au prix des ordres d'achat qui ont été émis. Alors ça va paraître un peu plus compliqué, mais ça dépend de quelle position on est, si on est le vendeur ou si on est l'acheteur. Alors évidemment, si on est le vendeur, il faut qu'en face, nous ayons des acheteurs qui soient d'accord sur le prix. Et à l'inverse, quand on est acheteur, il faut qu'on rencontre des vendeurs qui ont le même prix. Et c'est bien le but de la bourse. Donc une fois qu'on a réceptionné ces différents ordres, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va tout simplement en faire un petit tableau. Et ça donne ça. Donc, on a notre petit tableau dans lequel nous avons trié tous les ordres de vente et trié tous les ordres d'achat par prix proposé. Donc là, on a une colonne avec nos prix, une colonne avec le symbole. ANA, c'est le symbole de la Banque nationale du Canada. L'identification de c'est qui passe les ordres. En fait, les ordres sont anonymes. Il n'y a pas votre nom dessus, mais il y a une identification de qui a passé l'ordre. Donc, en l'occurrence, votre courtier. Et vous avez la quantité. La quantité normale en bourse, en général, c'est un lot de 100 actions. Mais bien évidemment, vous pouvez acheter à partir d'une action, voire même des fractions d'actions. Votre courtier, lui, il va s'occuper de tout ça. Le premier ordre qui va passer, ça va être le moins cher. Évidemment, vous, quand vous achetez une action, vous allez vouloir l'acheter le moins cher possible. Donc par conséquent, le tableau sera trié par prix croissant
Et la première action qui va se vendre, ou le premier lot d'actions qui vont se vendre les plus rapidement, c'est forcément ceux qui vont se vendre les moins chers. Pour les ordres d'achat, eh bien les ordres d'achat, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que, bien entendu, si vous proposez un prix élevé pour un lot d'actions, eh bien vous allez être prioritaire. Donc là, par exemple, le plus élevé, c'est $110, le deuxième 109, le troisième 104 et le dernier 100. Donc en face, vous avez la quantité. Donc une fois que nous avons trié comme ça le tableau en organisant les prix de vente et les prix d'achat, qu'est-ce qui se passe? Imaginons que nous sommes un acheteur. Donc est-ce que la transaction va se faire? Donc l'acheteur propose un prix d'achat de $110 et on va regarder qu'est-ce qui est proposé à la vente. Eh bien, à la vente, nous avons un $109. La vente va se faire, pourquoi? Parce que le prix d'achat, on l'a placé au prix du marché avec un maximum de 110, mais notre ordre étant passé, si jamais il y avait une action disponible à 109, c'est en dessous du prix max et donc par conséquent, l'ordre va être exécuté. Donc imaginons que ces actions-là disparaissent. Nous passons à la deuxième. Donc là, nous avons un prix d'achat de $109 demandé. Et comme vente, qu'est-ce que nous avons? Nous avons $110. Donc là, ça ne marche pas puisque le prix de vente est supérieur au prix d'achat. Par conséquent, la transaction ne se fait pas. On arrête là, votre ordre ne sera pas exécuté. Donc c'est aussi simple que ça. Je tiens particulièrement à attirer votre attention sur le fait suivant. Quand nous autres petits investisseurs, on achète quelques actions, même 50, même 100 actions, ça n'a pas beaucoup d'impact sur le cours de l'action. Mais il peut arriver des cas de figure dans lesquels des très gros joueurs ou des institutionnels vont vouloir vendre un très grand nombre d'actions. Et là, qu'est-ce qui se passe? Imaginons le cas suivant. Imaginons que vous avez un très grand nombre d'actions, comme par exemple, je ne sais pas, 1000 actions. On imagine. Hein. Il va se passer que, mettons qu'il y avait, dans les personnes disponibles à acheter au cours d'aujourd'hui, vos actions. Donc vous avez essayé de vendre vos actions dans votre tête, vous avez dit, ok, mes 1000 actions, je vais les vendre, mettons, $110. Donc mettons 1000 actions à 110. Donc 110 000 $. Ok. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai envoyé un ordre unique de mon gros bloc d'actions à 1000 actions et je l'envoie à bourse et je dis, vends-moi ça au meilleur cours. Hop, pas de limite, rien, au meilleur cours. Parce qu'on va voir qu'il y a des façons de passer des ordres en bourse qui sont différents, mais on verra ça plus tard dans une autre vidéo. Là, pour l'instant, je vous explique juste un mécanisme et après, je vais vous citer un petit exemple dans lequel c'est vraiment arrivé. Donc, vous passez, vous dites, ok, vends-moi mes 1000 actions là. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir $110, mais bon, c'est au cours de la bourse, hein, c'est au cours de la cotation. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vendre, vous avez une personne qui propose 100 actions à $110. Une fois que ça c'est vendu, eh bien, dans la bourse, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que, ah tiens, là, on a quelqu'un qui propose aussi d'en acheter un bloc de 100 pour 109. Ensuite, un bloc de 100 pour 104. Et ainsi de suite. Donc, chaque fois qu'une ligne d'achat est exécutée, vous avez vendu une partie de vos actions. Sauf que comme vous avez vendu un énorme bloc d'actions sans aucun ordre limite, eh bien en fait, votre dernier jeu de 100 actions, vous les avez vendus à $50 au lieu de $110. Par conséquent, vous avez obtenu un total de 86 100$ au lieu des 110 000. Donc ça vous fait une moyenne par action de $86. Et par rapport au gain
que vous avez imaginé, hein, vous étiez tout excité, vous avez vu, waouh, mon action était à 110 $, super, j'en ai 1000, waouh, je vends tout d'un coup, allez, go, 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 go. Eh bien, en fait, vous avez perdu par votre action un peu inconsidérée 23 900 $ par rapport à vos gains espérés au début. Donc ça, c'est un bon exemple de qu'est-ce qui se passe quand il y a des ventes massives. Vous allez me dire, ok, ça ne me concerne pas vraiment, je ne vais pas avoir de vente massive. C'est vrai, mais il y a deux facteurs à considérer. Le premier, c'est que, évidemment, ça dépend vraiment du nombre que vous en avez à la vente par rapport au nombre qui sont vendus quotidiennement. Nous allons le voir, en fait, le nombre d'actions vendues quotidiennement est spécifié. Donc si vous êtes sur une toute petite capitalisation boursière, une toute petite compagnie, et que cette compagnie, mettons, échange juste 1000 actions par jour, j'invente là, eh bien c'est sûr que vous imaginez que vous, vos 1000 actions, quand vous les vendez, vous venez de doubler le nombre de transactions de la journée. Donc ça représente un énorme volume. Évidemment, si vous avez 1000 actions Apple alors qu'il y en a 85 millions qui se transigent chaque journée, eh bien en fait vos 1000 actions sont totalement diluées dans le nombre de transactions et en fait le cas de figure ne se présentera pas. Je vous en parle parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a un investisseur, on ne sait pas c'est qui a vendu d'un coup 21 millions de dollars de Bitcoin. Et pour vous donner une idée, le Bitcoin, donc sur une petite place boursière de Bitcoin, et donc évidemment, le Bitcoin qui se transige actuellement aux alentours de 90 000 $ canadiens pour un Bitcoin, d'accord ? Le gars, il a vendu ses milliers de Bitcoins d'un coup dans une petite place boursière où justement on était dans un cas de figure où il y avait peu de transactions quotidiennes. Eh bien, tenez-vous bien, les derniers bitcoins, ils ont été achetés à 7000 $. C'est-à-dire que celui qui a acheté son dernier bitcoin à 7000 $, là, bah, il attend le lendemain matin, le bitcoin était 90 000 et il peut le revendre donc avec 83 000 $ de plus-value immédiate. Donc, tout ça pour dire que ça arrive qu'il y ait du monde qui fasse des bêtises comme ça quand ils ne sont pas au courant du mode de fonctionnement d'une bourse. Alors, allons-y les amis, nous allons étudier donc le cours de l'action de la Banque nationale du Canada et ce à travers 3 sites d'information boursière qui vont nous apporter des informations présentées de différentes façons et ça va vous permettre de vous familiariser avec tout ça. Donc, nous sommes bien sur le cours de la Banque nationale du Canada. Donc là, nous avons l'identification. Nous avons un petit graphique sur l'évolution des cours sur 5 jours, mais ça, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Ce qui nous intéresse le plus, c'est la section qu'ils appellent des données importantes. Donc là, on va retrouver différentes choses dont je voulais vous parler. Donc nous avons parlé déjà du cours. Donc on voit qu'à l'ouverture, il était de 113,32 $. On voit que le maximum qu'il atteint, c'est 113,49 $ et que le plus bas de la journée, c'est 112,08 $. On voit également que à la fermeture, cette action valait 112,48 $. Donc la morale de l'histoire, c'est qu'il y a eu une petite variation, hein, à peu près de 1 $ l'action au cours de la journée. Donc dans l'exemple dont on parlait précédemment, où je prenais des chiffres très différents pour les coûts d'achat ou les coûts de vente, vous voyez que là, en l'occurrence, dans cette action-là, l'action a très peu bougé dans la journée. Donc si vous aviez passé un ordre de vente même de dizaines, de 50, voire de centaines, voire de milliers d'actions, vraisemblablement, tout aurait été vendu approximativement au même prix. Qu'est-ce qui me fait dire ça ? C'est cette autre information intéressante qui est l'information du volume. Comme je vous disais, si jamais vous êtes face à une toute petite entreprise avec un très faible volume d'achat et de vente, ben là vous pouvez avoir des surprises par rapport à son cours. Mais là on voit que le volume de transactions c'est à peu près de 1 121 000 et donc largement beaucoup d'actions. On a d'autres informations, donc bon, il y a des informations qui ne m'intéressent pas de commenter pour l'instant.
Mais quand même, il y a des choses intéressantes, comme par exemple, on voit qu'il y a 339 millions d'actions en circulation. Et nous avons aussi la capitalisation boursière. La capitalisation boursière, c'est facile, hein. Vous prenez les actions en circulation, vous les multipliez par le cours de l'action, et ça vous donne la capitalisation boursière. Donc à 339 millions d'actions, là j'en reviens toujours à est-ce que c'est une petite entreprise, une grosse entreprise, hein, information importante. Donc c'est sûr que si vous possédez, mettons, 50 actions de la Banque nationale, eh bien, vous comprenez bien que les acheter, les vendre n'a aucun impact sur le cours, parce que sur un ensemble de 339 millions, c'est absolument microscopique. Il y a d'autres choses qui sont assez intéressantes. On apprend que le versement des dividendes est trimestriel, donc c'est une action qui vous reverse une partie de ses bénéfices, donc tous les 3 mois. On voit que le dividende versé chaque trimestre est de 1,6 $ canadiens. Donc ça, c'est le dividende qui est versé chaque trimestre. Donc ça veut dire qu'annuellement, on multiplie par 4, donc à peu près 4 dollars, 4,24 $ par an de dividendes. Et voilà, pour l'instant, on reviendra sur les dividendes plus tard, mais pour l'instant, on analyse juste premier coup d'œil de savoir comment lire ces informations-là. Évidemment, il y a beaucoup d'autres informations, mais on aura le temps d'en visualiser. Donc ça, c'était sur le site du marché de la bourse de Toronto. Maintenant, on regarde la même information, donc c'est à peu près les mêmes informations, mais présentées sur le site d'un courtier en ligne qui s'appelle Wealthsimple. Donc lui, qu'est-ce qu'on voit ? On va retrouver un peu les mêmes informations, hein. Le coût à l'ouverture, le maximum de la journée, le plus bas de la journée, le volume transigé quotidiennement 1,12 million. Le dividende, là, il n'est pas exprimé en argent, mais il est exprimé en pourcentage de l'action boursière. Ce qui m'intéresse, c'est ça. On voit un petit peu les dernières transactions. Donc vous voyez que en acheteur, ça c'est, il nous propose en fait non seulement le cours, mais il nous propose aussi l'information du nombre d'actions qui a été acheté dans le lot. Donc on voit là que la dernière vente, par exemple, hein, c'était à 112,48, ce qui correspond tout à fait à l'information qu'on avait sur notre site, hein. Mais par contre, on voit que c'était un lot de 100 actions. Donc on a un peu plus d'informations sur ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc le dernier exemple est tiré du site de Yahoo Finance, donc finance.yahoo.com. Donc il y a énormément d'informations sur ce site. Elles sont en anglais quand vous êtes sur le site web et bizarrement en français lorsque vous êtes à partir de l'application, car il existe aussi une application pour appareil mobile. Donc là, en anglais, ça va nous permettre de voir un petit peu les informations principales. Bon, on retrouve un peu les mêmes choses, hein, comme le volume, à quel cours ça s'est ouvert et tout. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est de vous présenter comment est-ce qu'on dit en anglais, si jamais vous voyez une cotation boursière, comment est-ce qu'on dit en anglais le cours acheteur et le cours vendeur. Donc le cours acheteur, c'est bid, et le cours vendeur, c'est ask. Voilà les amis, j'espère que cette petite présentation des places boursières ainsi que de la façon dont sont cotés les titres en bourse vous aura intéressé et aura été informatif. Et si c'est le cas, eh bien vous pouvez me récompenser avec un petit abonnement et un petit pouce. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures.